Imaginez que votre adolescente disparaît du jour au lendemain et que vous avez l'impression que la police fait pratiquement rien pour la retrouver. C'est ce qui est arrivé à une mère de famille, Lori Hodgick. Le 9 septembre 2008, sa fille Maisie ainsi que sa meilleure amie Shannon sont portées disparues et la police croit d'abord à une fugue. Très peu de recherches sont faites pour les retracer, mais 17 ans plus tard, c'est une hypothèse qui est écartée. Valérie Gontier au micro, je suis en compagnie de ma collègue Erika Aubin. Salut Valérie. Salut. Erika, tu t'es intéressée à ce cas-là dans le cadre d'un dossier sur les crimes non résolus sur lesquels on a travaillé à l'automne. Et tu as posé une question importante qui malheureusement reste un mystère. Comment 2 jeunes filles peuvent s'être volatilisées sans jamais laisser de traces et en laissant derrière elles tous leurs effets personnels? On en discute maintenant. Histoire de crime, un balado du journal. Erika, qu'est-ce qui s'est passé dans le dossier de Maisie et Shannon? On est, comme tu disais, 17 ans plus tard, puis on sait encore très, très peu de choses sur cette disparition là, de 2 adolescentes qui reste vraiment comme un mystère. Moi, j'ai pu faire une entrevue avec Lori Hodgick, qui est la maman de Maisie, qui me racontait un peu les derniers jours de sa fille avant qu'elle disparaisse. Fait que quelques jours avant sa disparition, Maisie, elle va passer le week-end chez sa meilleure amie Shannon, comme elle avait l'habitude de le faire. Ouais. Là. Donc, tu sais, 2 adolescentes qui passent le week-end ensemble. Elles ont été vues ensemble. Elles devaient aller à une danse qui était organisée par la polyvalente de Maniwaki, Okay. en Outaouais. Et elles ont été vues ensemble à cette danse. OK. Après ça, elles auraient été vues en train de quitter, de marcher seules vers l'appartement pour rentrer chez Shannon en OK. soirée. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on n'a plus beaucoup d'informations sur qu'est-ce qui s'est passé après. Enfin, on a constaté qu'ils étaient disparus quand on n'a pas revu On eu les de a leurs pas. nouvelles. C'est ça. Ça serait comme pas mal dans les dernières fois où on les aurait vus. La mère de Maisie, ce qu'elle me dit, c'est que c'est encore aujourd'hui, c'est très difficile. Tu sais, beaucoup de personnes disent beaucoup de choses sur comme les derniers moments de ces jeunes filles-là, puis c'est difficile de savoir c'est quoi un peu la vraie histoire. Mais encore est-ce qu'on aujourd'hui. sait s'il s'est passé quelque chose à la danse, par exemple? C'est ça, on sait pas. Non, tu sais, en tant que tel. Pas ce qui ressort de l'enquête. C'est à ça, tout le il n'y a moins. rien de particulier qui ressort de l'enquête. Le père de Shannon était parti ce week-end-là dans le coin d'Ottawa. Et c'est quand il est revenu de son week-end qui, à ce moment-là, a constaté que les jeunes filles n'étaient pas à l'appartement, n'étaient pas là. Et c'est à ce moment-là que les proches ont comme vraiment commencé à s'inquiéter. Là, on est comme peut-être 2 jours à peu près, tu sais, Ouais. après la danse. Fait que leur famille les a portés disparus, a appelé la police là, pour rapporter leur disparition. Ouais. Tous les effets personnels des jeunes filles étaient à l'appartement, avaient été comme laissés... Elles n'ont là. pas fait de petits bagages pour prendre la fuite, par exemple. Non, là. c'est ça. Elles n'ont pas fait de bagages. Leurs effets étaient encore à l'appartement. Là, c'est ce qu'ils ont On peut se douter constaté. que si 2 adolescentes avaient décidé de partir volontairement, elles auraient assurément Apporter des choses, amené ouais, des choses parce avec que elles. tu ne devais pas avoir beaucoup d'argent puis C'est de ça. tout se refaire une vie au complet. Ouais, pas, tu sais, le linge était là. Je Ouais, sais pas qu'est-ce ça qui fait- traînait exactement, mais Oui, tu sais, oui, bien tout était sûr. là. Bien sûr. Mais avant qu'on aille plus loin, j'aimerais ça que tu me parles un peu de... Toi, tu as parlé avec la mère de Maisie, donc Ouais. parle-moi un peu d'elle. Mais c'était une adolescente, c'est ça, elle avait 16 ans, sa meilleure amie Shannon avait 17 ans. Ouais. C'est l'aînée, Maisie, c'est l'aînée d'une fratrie de 4 enfants. Sa mère, Laurie, me parle vraiment d'une adolescente typique, une jeune fille à l'esprit libre OK. qu'elle m'a décrit, qui avait beaucoup d'énergie, qui était vraiment comme aimée. Elle aimait passer du temps avec sa famille, avec ses amis, était artistique, elle aimait créer des choses. Bref, vraiment une adolescente Mais tu sais, typique. loin de moi l'idée de véhiculer des stéréotypes, mais je vais poser la question que peut-être qu'en ce moment des auditeurs se posent. Est-ce que c'était une enfant à problème? Ben, Est-ce que c'est quelqu'un qui avait eu des démêlés avec déjà la justice à cet âge-là? Tu sais, ce que sa mère me dit, c'est que, parce que là, c'est ça, au début, ça a été considéré comme une fugue et c'était pas du tout dans sa nature. C'était hors de son... Oui, c'est ça. C'était pas dans sa nature de fuguer. C'est pas quelque chose qu'elle avait déjà fait. Tu sais, Laurie pouvait pas parler pour Shannon parce qu'elle la connaissait Oui. moins. C'est pas sa propre fille, évidemment. Mais Donc, c'est 2 petites filles, très... deux ouais, adolescentes classiques, c'est ça, normales. qui n'a pas nécessairement
vraiment de grands problèmes. Oui. Qu'est-ce qu'on sait de l'enquête? Puis là, je dis l'enquête, mais tu sais, il y a eu d'abord une absence d'enquête, puisqu'on considérait que c'était simplement des fugueuses, mais quand même, tu le vois, là, dans les médias, on le couvre souvent, dès qu'il y a des adolescents qui sont portés disparus, il y a quand même une enquête qui se fait, parce que ce sont des personnes mineures. Bien, c'est ça, la mère de Maisie appelle la police pour porter son adolescente disparue. Et dès le départ, la police croit à une fugue, donc il n'y a pas grand-chose qui est fait. Il n'y a pas de scène de crime, il n'y a pas de recherche nécessairement sur le terrain. Elle se souvient que les enquêteurs sont allés chez le père là, de Shannon, où c'est comme le dernier endroit où elles auraient été. Mais c'est à peu près tout. On n'a pas fait des battues, on n'a pas fait des fouilles sur le coup. Pas sur le coup, pas à ce moment-là. Il y en a eu plus tard, mais tu sais, puis ça, c'est... Il y en a eu plus tard de la propre initiative de comme les parents, les proches qui cherchaient avec un organisme qui, eux, ont fait des battues. Mais là, on était quelques mois plus tard. Donc, les preuves qui auraient pu exister, par exemple, sur le terrain ou, tu sais, par exemple, dans un boisé ou peu importe. C'est ça, exactement. Ben là, l'hiver avait passé. Avec ce qu'on sait aujourd'hui, c'est choquant de savoir qu'à l'époque, il n'y a pas grand-chose qui a été fait, puisque les policiers écartent là, quand même la thèse de la fugue. Ceci dit, la raison pour laquelle il n'y a pas eu de scène de crime à l'époque, c'est parce qu'on ne considérait pas ça comme un crime. On ne considérait pas ça comme un crime. La mère m'a raconté aussi que environ, elle se battait évidemment pour que quelque chose soit fait. Environ une semaine plus tard, les autorités ont tenu une conférence de presse, puis c'est à ce moment-là qu'ils ont justement parlé de fugueuses, et qu'ils ont comme étiqueté comme des fugueuses. Mais Laurie, elle n'y a jamais cru à cette thèse-là, là, comme on disait au début, parce que c'est ça, comme on disait, c'est pas dans la nature de sa fille. Il y a aussi le fait que ces deux adolescentes qui avaient 16 et 17 ans, elles n'avaient pas besoin de fuguer. Si elle avait voulu partir, elle aurait pu simplement partir et vivre leur vie, dans le sens où c'est pas des jeunes. Demander à aller en ville, parce qu'on sont en région éloignée, là, par exemple. Donc, juste exprimer leur désir d'aller ailleurs. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on a quand même... Il n'y avait rien dans tu sais, c'est pas quelqu'un qui voulait... qui avait un projet, puis qu'on lui avait refusé. Donc, non, c'est ça. C'est pas ça. Elle a dit, si elle avait voulu partir, elle aurait pu partir tout simplement, nous tenir au courant qu'elle est présentement à telle place, et c'est tout, là. On en a, tu sais... Fait que bref, c'est pour ça qu'elle avait jamais cru à cette thèse-là. Comment est-ce que une maman se sent à ce moment-là? Qu'est-ce que Mme Odjick t'a raconté sur... Parce que là, on en a parlé ensemble dans d'autres épisodes puis dans des articles dans le Journal de Montréal sur le fait qu'il y a des familles il y a un meurtre qui est survenu, il y a un corps, des fois il y a un mobile, mais on n'a pas le suspect, des fois il n'y a pas de mobile, mais il y a aussi souvent des disparitions que les policiers vont considérer que possiblement c'est meurtrier, il y a un meurtre qui a été commis, mais on n'a pas de corps. Non. Donc on ne le sait pas. Donc c'est possible, tu sais, la mère, peut-être que des fois, sur le coup, elle se demandait, elle va revenir, il s'est passé quelque chose, je vais finir par avoir une explication, je vais recevoir une lettre, je vais recevoir un appel. Comment on vit ça? Je lui ai posé la question, puis elle est devenue quand même émotive à ce moment-là, comme on peut si bien comprendre. Là. Mais tu sais, quand sa fille est disparue, elle dit « J'avais le cœur brisé, j'étais perdue, fâchée. » Fâchée aussi avec le contexte, justement, qu'il n'y a pas vraiment d'enquête qui est faite à ce moment-là. Ne sachant pas qu'est-ce qui est arrivé, tu sais, à ma fille, à mon enfant, est-ce qu'elle est encore en vie? C'est des questions qui, à ce moment-là, tu sais, si on se rapporte en 2008, elle se posait... c'est des questions qu'elle se posait à tous les jours, mais en même temps, fallait qu'elle continue à vivre sa vie parce qu'elle avait d'autres enfants plus jeunes. Donc, il fallait qu'elle s'occupe de ces enfants-là. Absolument. Donc, elle gardait espoir que sa fille revienne, mais les années ont passé et malheureusement, c'est toujours pas le cas. Il faut remonter aussi à 2008. Tu sais, aujourd'hui, quand il y a un ado qui prend la fuite... il y a différentes façons. Hein. Il y a des cellulaires. On peut retracer les dernières activités. Je sais, il y en avait des cellulaires à ce moment-là, mais est-ce qu'à 16 ans, tu en avais un systématiquement? Je pense pas. Les réseaux sociaux, c'était le tout début là, des réseaux sociaux. Donc, tu sais, c'est vrai que les enquêteurs étaient peut-être un petit peu plus limités
au niveau Il n'y a pas de technologique. moyen de nécessairement tenir sa famille au courant comme aujourd'hui, là, où on est tous localisés quasiment. Là. Oui, c'est ça, dernière activité du cellulaire, tel endroit, telle heure. Puis déjà, ça donne un indice, tu sais. Laurie, Maisie, Shannon, ce sont des Autochtones. Ils font partie de la communauté à Anishinaabe, oui. On sait que la relation entre des communautés autochtones et les policiers n'a pas toujours été facile. Est-ce que la famille a l'impression que ça a eu un impact dans l'enquête? La mère, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle a eu l'impression que les filles, au départ, ont été stéréotypées. Donc, oui. Elle a aussi l'impression que les deux adolescentes ne valaient rien pour les autorités parce que, justement, rien n'était fait comme pour les retrouver. La mère, ce qu'elle se faisait dire, c'est c'est correct, elles vont revenir, inquiète-toi pas, elles vont revenir, mais visiblement, c'est pas ce qui est arrivé finalement. Donc, c'était vraiment très, très blessant pour elle. Et elle en est venue à perdre vraiment la confiance. Les autorités. La confiance envers les autorités, envers comme un peu le système. Parce que, justement, c'est ça, rien n'était fait pour retrouver son adolescente. Puis, il y a beaucoup... Elle a dit, tu sais, elle m'en a parlé... C'est pas les seules jeunes femmes qui sont disparues. Elle m'en a parlé, elle dit, il y a beaucoup de jeunes femmes dans notre... des enfants, des jeunes femmes... c'est ça, des jeunes femmes qui sont disparues dans notre communauté. C'est vraiment quelque chose qui... C'est une cause qui lui tient à cœur encore aujourd'hui. Parce qu'il on l'a découvert, là, il y a des cimetières remplis, là, de femmes et d'enfants, là, qui ont disparu. Ça a fait de scandale, là. Donc, elle est très impliquée maintenant dans ces causes. Elle dit, tu sais, ces jeunes femmes-là qui sont disparues dans nos communautés, je sens parfois qu'elles sont oubliées. Donc, elle prend la parole, puis c'est pour ça qu'elle a accepté, entre autres, de m'accorder une entrevue. Parce qu'elle dit, tant que je suis en vie, moi, les deux adolescentes ne seront pas oubliées. Donc, c'est vraiment une mission qu'elle se donne. Là. C'est passé beaucoup d'années depuis la disparition. C'est comment on vit l'attente? Elle a été beaucoup, je crois, dans l'action. Comme je disais un peu plus tôt, elle a déjà, avec certains organismes de recherche, elle a fait des recherches sur le terrain, dans la forêt, dans des boisés. Ça l'a mené à rien parce que, justement, le temps avait passé. Donc, il n'y a jamais eu de corps qui a été retrouvé. Il n'y a jamais eu non plus d'éléments, d'indices ou peu importe. Elle s'est aussi beaucoup impliquée, c'est ça, pour la cause des jeunes filles et jeunes femmes disparues. Par exemple, elle prend part à des événements. À chaque année, il y a un événement qui rend hommage à ces deux adolescentes-là. Elle s'est rendue jusqu'à Ottawa pour se faire entendre, pour faire entendre cette cause-là. Donc, elle est vraiment comme dans l'action, elle milite pour ça. Oui, puis au début, il y a eu aussi plusieurs corps de police qui ont été impliqués dans ce... Ce que j'en comprends, c'est qu'au départ, puis même pour elle, c'était un peu flou, mais au départ, elle habitait dans une communauté tout près de Maniwaki. Donc, elle a comme porté sa fille disparue à la police locale, si on veut. Ouais. Tandis que Shannon, elle habitait à Maniwaki, où c'était la Sûreté du Québec. Donc, le père de Shannon est allé voir la Sûreté du Québec. C'est comme deux corps de police qui... On sait pas s'ils se sont parlé. C'est ça, qui travaillaient pas nécessairement. Puis là, à un moment donné, c'est vraiment devenu la Sûreté du Québec qui a repris l'enquête en main. Là, mais au départ, c'était flou. Là. C'était plus compliqué. Je comprends bien. Puis, c'est sûr que là, depuis, le dossier a été transféré à l'unité des crimes non résolus de la Sûreté du Québec. Ouais. Mais je pense que pour les parents, il est un peu trop tard. C'est ce qu'elle dénonce. Laurie, la mère de Maisie, a dit quand tu étiquettes des jeunes filles disparues comme étant des figures, personne ne les cherche. Donc, elle a continué toujours de se battre à travers les années et éventuellement, elle a réussi à faire transférer le dossier qui était comme au poste local de Maniwaki à l'unité, à l'escouade des crimes non résolus de la Sûreté du Québec. À partir de ce moment-là, ça a quand même changé. Là. Il y a eu... les enquêteurs ont comme tout repassé un peu le dossier, tout repassé la preuve, qu'est-ce qu'ils avaient en main pour voir
Ils ont repris ça du début. On recommence, mais là... C'est ce qu'ils font quand ils se penchent dans un dossier de meurtre non résolu. Ils vont vraiment recommencer, mais on est des années plus tard. Il n'y a aucune preuve, donc c'est vraiment difficile pour eux. Mais elle a quand même senti qu'à ce moment-là, il y a eu un changement dans la façon dont c'était traité. Il y a aussi, à ce moment-là, justement, on le disait un peu plus tôt, mais comme les autorités ont écarté la possibilité d'une fugue. Ouais. Donc, il y a ça qui a changé, mais elle aurait aimé ça avoir ce traitement-là, ce respect-là dès le départ et non quand c'était trop tard. Oui, bien moi, tu vois, en 2015, j'ai écrit sur ce cas-là. Ouais, en fouillant dans les archives, je suis tombée sur tes vieux articles. Ouais, je suis rendue à une étape de ma carrière où j'oublie les articles que j'ai publiés, là, mais le nom me disait quelque chose. Ouais. Puis lorsque je suis retombée, je m'en suis souvenue là, parfaitement, là, j'y avais même parlé. La Sûreté du Québec, dans le fond, sollicitait l'aide du public une fois de plus. Puis, lorsque les corps de police vont solliciter l'aide dans un cas de meurtre non résolu, on veut faire délier des langues et tout, ben on va poser des actions assez concrètes pour montrer qu'on travaille fort. Mais souvent aussi, ça amène des informations. Ça amène des informations et tout, mais il était quand même sorti, gros, là. Il était sorti avec des bons efforts là, pour essayer de trouver ça, parce qu'il était conscient qu'il y avait des preuves qui avaient été portées disparues, qui étaient disparues depuis toutes ces années qui étaient passées. Donc, on avait vraiment fait des fouilles. On avait fouillé un cours d'eau. Ouais. On avait, pour ceux qui nous regardent, ou sinon, il y a un article sur le site du journal, on voit les photos de plongeurs dans un cours d'eau qui a l'air un peu swampeux. Là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on cherchait, mais on semblait chercher peut-être les victimes. Est-ce qu'ils ont eu une information qui laissait croire qu'elles auraient pu se retrouver là? On ne le sait pas. Ouais. Mais même la famille ne le sait pas en tant que telle. La famille ne le sait pas. On ne peut pas partager ça, ces informations-là. Ce que Mme Odjick déplorait à l'époque, et le déplore sûrement aujourd'hui encore, c'est que comment est-ce que, puis c'est la question qu'on posait en début d'épisode, comment 2 adolescentes de 16 et 17 ans peuvent disparaître sans que personne s'en rende compte? Parce que si un crime a été commis, ces 2 adolescentes, il va y avoir de la lutte, il va y avoir une bataille, là, tu comprends? Il s'est passé quelque chose. Puis, on essayait, dans le fond, il y avait même eu d'autres tactiques, parce que vu que les années étaient passées, c'était des adolescentes et elles étaient jeunes, il y avait eu juste le mot portrait robot, mais c'était plus un dessin. Oui, un dessin. Tiré de photos des victimes, un dessin qui avait été retravaillé par... c'est des photos, dans le fond, des 2 adolescentes qui avaient été rendues publiques, qui avaient été retravaillées par un artiste de la GRC, c'est comme ça qu'on le décrivait, pour démontrer à quoi elle pourrait ressembler. Oui, parce qu'on change beaucoup quand même dans ces années-là. D'adolescente parce qu'aujourd'hui, elle serait adulte. Les policiers avaient rencontré à ce moment-là, dans le cadre de l'article en 2015, ils nous racontaient que dans l'enquête, ils avaient rencontré plus de 100 personnes. Ouais. Parce qu'il y a quelque part, il y a quelqu'un qui sait quelque chose. Il y a quelqu'un qui sait quelque chose, exactement. Puis, il avait ratissé là, les villages, les communautés autochtones en périphérie de Maniwaki, mais il avait aussi fait des démarches ailleurs au Canada. C'était rendu au Nouveau-Brunswick, à Vancouver. Il était même allé aux États-Unis, en Oregon. Puis il était même allé au Texas. Ah ouais. Ouais, on avait eu tous ces détails-là à l'époque. C'est quand même intense. Genre, honnêtement, j'ai aucune idée de pourquoi. C'est ça, ils vont pas le dire, mais clairement. Être au Texas. Oui, il y avait des informations qui devaient pointer vers là 100%. Parce qu'on se rend pas au Texas pour le plaisir. Là. Parmi les hypothèses qui étaient retenues par la Sûreté du Québec, ou qui le sont encore à tout le moins, quand on dit que la fugue est écartée, c'est vraiment... C'est trash, là. On parle d'un double meurtre. On craint qu'il y ait eu un enlèvement ou même de traite de personnes. Ouais. Tu sais, la traite de personnes, là, donc c'est vraiment atroce. Mais la Sûreté du Québec me dit en 2015 qu'ils sont incapables d'établir que les victimes sont décédées. Mais c'est ce qui est difficile, hein, c'est qu'il n'y a jamais... aucune... Oui, est-ce qu'elles sont vivantes ou pas? Hypothèse. Il n'y a jamais de corps qui a été retrouvé. Puis à partir de là, de faire une enquête sans corps, c'est vraiment... Absolument. Ben, les policiers me l'ont dit. Moi, j'ai rencontré des policiers dans le cadre du dossier, puis on me l'a dit. Quand on n'a pas de corps, les seules fois où des meurtres non résolus ont été solutionnés des années plus tard, quand il n'y avait pas de corps, c'est parce qu'il y a eu une opération de type Mr. Big qui avait été menée pour en arriver à obtenir les aveux. C'est ça, j'allais dire, c'est que quelqu'un doit parler. Une personne doit parler. Mais pour ça, il faut un suspect. Ouais. Tu ne peux pas faire une opération Mr. Big à tout vent sur n'importe quel citoyen de Maniwaki. Là, ça ne marche pas. Il faut absolument avoir un suspect.
Puis, ben, ça coûte tellement cher, ces opérations-là, que quand tu fais ton opération, c'est un suspect principal. Ouais, là. il faut C'est pas que tu saches. Je pense que c'est lui, là. Et je vais juste expliquer rapidement pour ceux qui savent pas c'est quoi une opération Mr. Big. C'est une personne se fait, dans le fond, recrutée par une fausse organisation criminelle. Lui, il la croit vraie, évidemment. Mais ce sont des scénarios inventés de toutes pièces par des enquêteurs, par des policiers, pour en arriver à la fin, à gagner la confiance de la personne et lui demander de montrer patte blanche dans le but d'intégrer officiellement l'organisation. Et pour ça, tu dois me révéler tous tes secrets. Inquiète-toi pas, nous allons t'aider. On est capable de trouver des alibis. On est capable de te trouver. Et là, la personne en vient à dévoiler, ah ben oui, ben là, moi, j'ai un squelette dans mon placard, le voici, j'ai fait ça. Ouais. Et là, la personne apprend que un peu trop tard, que finalement, elle s'est confiée à un policier. Ouais. Donc, mais dans ce cas-ci, il n'y a absolument rien qui nous dit qu'il y a une opération Mr. Big, mais ce que je veux dire, c'est que les enquêteurs me précisaient que quand il n'y a pas de corps, malheureusement, c'est vraiment difficile de faire une enquête. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que dans le cas de Maisie Shannon, elles sont 2 à être disparues en même temps. Ouais. 2. Si c'était seulement une des 2, possiblement qu'on ne serait pas ici en train de s'en parler. C'est super triste, ça reste super triste pour la famille. Mais le fait qu'elles sont 2, puis qu'on n'ait pas eu de leurs nouvelles depuis toutes ces années, c'est vraiment particulier. Puis, dans le cadre de notre dossier, on parle beaucoup des avancées de la science qui permettent de résoudre des crimes et tout. Mais dans ce cas-là, c'est qu'on a, de ce que j'en comprends, on n'a vraiment aucun élément de preuve. On n'a même pas un morceau de vêtement qui a été, par exemple, retrouvé dans un boisé qui pourrait permettre peut-être de prendre des prélèvements d'ADN, de faire quelque chose. Ça semble pas être le cas, là. Donc, bref, c'est vraiment extrêmement Parce que ça s'est vu dans d'autres dossiers, là. Il y a d'autres dossiers où, par exemple, une victime on a retrouvé un élément, un portefeuille, puis finalement, on part de ça, puis on est capable de remonter. Là, exactement. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour la mère de Maisie? Bien, c'est vraiment de vivre sans sa fille au quotidien. Évidemment, là, elle lui manque à tous les jours, mais c'est aussi, je pense, la chose la plus difficile auquel elle fait face à tous les jours, c'est vraiment de ne pas savoir si elle est vivante ou si elle est encore sur la terre. Là. C'est comme ça qu'elle me l'a dit. Elle a l'espoir que sa fille soit peut-être vivante à quelque part. Elle se raccroche à ça. Mais en même temps, elle n'est pas non plus, je dirais... Les années passent, là, il y a de moins en moins de possibilités que ça soit le cas. Elle veut savoir, évidemment, qu'est-ce qui est arrivé à sa fille, mais ce qu'elle craint le plus, c'est de voir l'enterrer. Donc, elle espère qu'elle soit vivante parce qu'elle ne veut pas avoir à faire face à l'annonce de son décès. C'est ça, de son décès, finalement, comme devoir enterrer son enfant, là. Ce qu'on peut comprendre. Ce qu'on peut comprendre. Je te remercie beaucoup, Erika. C'est vraiment apprécié que tu nous aies raconté cette histoire-là. On leur souhaite de tout cœur qu'il y ait un jour des réponses, comme on le souhaite à toutes les familles à qui on s'est adressé dans le cadre de ce dossier-là et à toutes les autres familles qui sont un peu dans le flou, dans des enquêtes qui sont difficiles. C'est un texte qui est à lire sur le site Internet du Journal de Montréal, tout comme le reste de notre dossier sur les meurtres non résolus. On a aussi une série de balados. Il y a d'autres épisodes sur d'autres cas et d'autres sujets. Merci. Merci. Pour en savoir plus sur les meurtres non résolus, d'autres épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et des articles de ce dossier sont à lire sur le site web du Journal de Montréal.